questions. Il s'agit de Alice qui va nous rejoindre, qui va aussi parler de l'entrepreneuriat. Ça reste le même sujet. Donc les questions que vous avez, vous allez pouvoir le reposer tout à l'heure. Et les intervenants vont rester au même endroit. Voilà, vous notez vos questions et on va le reposer. J'aimerais, avant de passer la parole à Alice, remercier Elvis de la qualité de son intervention, qui a suscité beaucoup de questions. Et voilà, donc merci Elvis de l'intervention. Je passe à Alice, tu peux te mettre là. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, je suis vraiment honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, je suis Alice Gaonga-Durand, je suis rwandaise et j'habite ici en France. Je fais partie donc de la diaspora rwandaise ici en Europe. Alors, quand j'ai eu votre amie Sirius qui m'a contactée en me disant, mais voilà, on voit ce qui se passe au Rwanda et vous avez passé une étape après une crise, comme on vient de le dire, et on voit où vous êtes aujourd'hui et on voudrait comprendre comment ça se passe et comment ça s'est passé. Et si c'est possible chez vous, ça peut être possible chez nous, et je vous le confirme. Donc c'est possible, je pense vraiment que c'est possible. Quand il y a la volonté, tout est possible. Alors, j'ai essayé de répondre à cette question qui nous a été posée. Donc, je vais rejoindre tous mes confrères. En tout cas, merci pour vos interventions. La seule chose que je peux dire au départ, c'est que chaque pays ou chaque culture a son identité. Donc, on ne peut pas téléporter une manière de fonctionner dans un pays comme vraiment de copier-coller. Parce qu'il y a toute une éducation, il y a toute une manière de voir les choses dès le départ dans la culture, des cultures différentes. Mais on a tellement de choses en commun. Donc on a tellement de choses en commun. Alors, quelle approche stratégique et organisationnelle pour la reconstitution de la Centrafrique? Moi, je l'ai un petit peu coupé en quelques clés. C'est pas les seules clés, mais je pense quand même que c'est des clés fondamentales sur lesquelles on peut se baser et que, en tout cas, le Rwanda s'est basé pour pouvoir avancer. Donc, je voulais vous parler de quelque chose que je pense que vraiment qui nous a vraiment fait changer la mindset, donc la manière de penser, la manière de changer les choses, c'est le patriotisme. Donc des fois c'est un mot un peu vague pour la plupart des gens quand on dit le patriotisme. En fait, le patriotisme pour nous, ça n'est pas juste tombé comme ça par hasard et c'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Il faut savoir que le Front patriotique, donc qui est devenu le front qui est venu changer cette mentalité, est un front qui a commencé, à partir de... Bon, il faut que je vous explique un petit peu l'histoire du Rwanda pour mieux comprendre. Donc en fait, quand le colonisateur est arrivé au Rwanda, dans les années 12, d'abord on a été colonisé par les Allemands, après les Allemands sont passés, après la guerre mondiale ça a été pris par les Belges, et après les Belges, ils sont arrivés dans un pays qui était très structuré, qui était déjà bien structuré, il y avait un roi, avec en dessous du roi il y avait des chefs, et chaque village avait son propre chef. Je pense que c'est exactement la même chose dans vos cultures. Je ne connais pas la Centrafrique, mais en tout cas c'était déjà bien structuré. Seulement, il y avait des ethnies, donc il y avait l'ethnie des Tutsis, des Hutus et des Batwa. Donc les Tutsis étaient la plupart des nobles, la famille royale, et souvent c'était aussi des personnes qui... on les qualifiait de Tutsis par c'était des classes. C'était une classe supérieure, parce que la classe par rapport à la richesse. Donc c'était parce qu'ils avaient plus de vaches. Tu devenais Tutsi parce que tu avais un certain nombre de vaches, tu devenais Tutsi.
Donc, oui. Donc c'est pour vous dire que c'est pas une question de... voilà. Et donc c'était vraiment une classe comme... et donc à ce moment, il y avait les Tutsis, il y avait les Hutus et il y avait les Batwa. Donc les Tutsis étaient minoritaires. Il y avait le roi qui était Tutsi, mais comme en Belgique, comme la plupart des rois, il n'avait pas non, c'est pas pouvoir, il n'avait pas, on ne pouvait pas dire que c'était pas un Tutsi. Comme en Belgique, vous voyez, la Belgique, il y a des Flamands, des Wallons, mais il était d'abord rwandais. Mais par contre, de sang, il était Tutsi. Donc de sang, il était Tutsi. Et donc autour de lui, il y avait toute la classe noble qui était autour de lui, qui était donc Tutsi. Et il y avait les cultivateurs, des travailleurs, mais qui ont toujours travaillé ensemble, on a toujours vécu ensemble, on a toujours, voilà, et qui étaient des Hutus. Et après, il y a les Batwa, qu'on entend beaucoup moins parler, qui étaient des pygmées, qui sont des pygmées, mais qui ne se mêlent même pas de ces deux histoires des deux qui s'entretuent tout seul, là, tranquille. Donc, oui, et donc en fait, et donc ce qui s'est passé, c'est que quand le colonisateur est arrivé, il s'est dit, mais c'est bizarre, ce pays est tellement bien structuré, c'est tellement bien, ces gens-là, c'est pas des vrais Africains en fait. Ils ont commencé à donner un espèce de complexe de supériorité en disant c'est des Africains blancs. En fait, limite, ils sont trop intelligents, ils ne peuvent pas être des vrais Africains. Donc ils ont commencé à faire des histoires de casques où ils regardaient le Tutsi, il est grand comme ça, il a un nez comme ça. Et donc ils ont donné des catégories, ils disaient toi t'es Hutu, toi t'es Tutsi. Voilà, c'est devenu... Et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande partie, donc la majorité était Hutu, et ils se sont dit on va prendre quelques élites parmi les Hutus pour les former, et donc ils les ont convaincus que comme ils sont majoritaires, c'était à eux de gérer le pays, et c'était à eux de prendre le pouvoir. Donc, voilà. Et donc ils ont pris quelques élites qu'ils ont mis dans des écoles de prêtres, donc comment ils appellent ça, les séminaires, voilà, les séminaires. Et c'est ces élites-là qui se sont révoltées, donc ils les ont convaincus que voilà, vous êtes majoritaires, c'est à vous de prendre le pouvoir. Et ils ont fait une révolution en 59. Ils ont foutu à la porte le roi et les nobles. Et donc la première guerre entre les Hutus et les Tutsis commence déjà en 59. Donc contrairement à tout ce que les médias peuvent nous faire, ils ne vont pas dans le fond, et du coup les gens ne comprennent pas, ils entendent des gens qui s'entretuent, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Donc c'est important, là je reviendrai un petit peu là, sur la notion de l'image, de l'image qu'on donne, et voilà, d'avoir le contrôle sur notre image, ça c'est vraiment important. Donc après, quand le colonisateur, donc le roi il a été foutu à la porte, il y a eu une révolution en 59, et il y a eu une première république, donc qui était gérée par un Hutu, donc on a foutu à la porte tous les Tutsis. Mais pendant ce temps-là, donc les Tutsis sont partis un petit peu dans les pays limitrophes, et aussi à l'étranger, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde. Donc, pendant ce temps-là, il y a un petit peu de Tutsis qui sont restés dans le pays malgré tout, donc qui sont intégrés, qui ont grandi avec les autres, notamment ma famille et quelques-uns. Donc, à un moment, quand tous ceux qui étaient à l'étranger, donc depuis 59, il y avait le Front patriotique vient de la 3e génération de toutes ces personnes qui étaient parties à l'étranger pendant tout ce temps. Donc vous vous rendez compte que pendant trois générations,
Ils ont essayé, ils ont demandé au pouvoir à l'époque de rentrer au pays, de dire ben, on a envie de rentrer chez nous, c'est quand même chez nous aussi, donc on a envie de rentrer. Et le gouvernement à l'époque leur disait restez où vous êtes, prenez des nationalités, mais on n'a pas suffisamment de place, restez où vous êtes, donc on n'a pas de place pour vous. Jusqu'au moment où ils se sont dit ben, allez basta maintenant, vous ne voulez pas qu'on vienne gentiment, donc on prend les armes. Et on va rentrer d'une manière ou d'une autre, mais on veut rentrer chez nous, on veut avoir un chez nous. Donc vous vous rendez compte de toutes ces années, et c'est un mal dans les tripes de ne pas avoir de patrie. Donc c'est là que toute la grandeur du patriotisme, et on peut le comprendre mieux quand on sent d'avoir vécu, manquer de patrie sur 3 générations. Alors donc le patriotisme, alors, dont j'essaie de faire comprendre, c'est que quand réellement, quand on aime son pays, on est capable de donner sa vie pour que le pays, que dans ton pays il y ait de la prospérité, que dans ton pays il puisse avoir qu'il soit le meilleur dans tout ce que tu peux entreprendre. C'est pour ça que toute cette idéologie, donc il y a une idéologie de dire ben, on veut rentrer dans notre pays, dans ce pays qu'on a manqué tellement, qu'on a envie de construire, qu'on a envie de faire. Bon, il y a un autre point, je pense, qui a été vraiment important pour avoir cette force. C'est aussi quand le génocide s'est mis en place. Vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé, donc, et quand ça s'est fait, la communauté internationale nous a lâchés, nous a lâchés dans le vide, et je pense que c'est ce que vous avez un petit peu vécu aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte que si on ne fait pas les choses de nous-mêmes, si ça ne vient pas de nous-mêmes, il n'y a personne qui le fera pour nous. Vraiment, il n'y a personne de l'extérieur qui le fera pour nous. Ça, c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, si vous, en tant que diaspora, vous ne faites pas toutes les problématiques qu'on a partagées tout à l'heure, si vous ne dites pas qu'est-ce que je peux apporter sur ce problème-là, il n'y a personne qui le fera pour toi. Oui. Donc là, c'est pour ça que je pensais que c'était vraiment important de comprendre cette notion de patriotisme et qui anime le Rwandais. Et je pense que c'est là la force de Kagame, c'est qu'il a fait comprendre ça dans la tête de chaque Rwandais. Et c'est au-delà de la vie, au-delà de savoir qu'on a de la valeur, qu'on a des choses à apporter, qu'on a quelque chose et que si on ne le fait pas de nous-mêmes, la solution habite en nous, ça ne vient pas de l'extérieur. Les solutions habitent en nous. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je me disais, je voulais juste vraiment appuyer sur le fait que si on est né quelque part, ça n'est pas un hasard. Ça n'est vraiment pas un hasard. C'est que si on est dans un pays, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on a quelque chose à y faire. C'est parce qu'il y a quelque chose même si on a eu la chance de venir ici en Europe, on est venu faire des choses ici un peu partout, mais c'est pas pour... Il y a une bonne raison que tu es né centrafricain. Donc c'est important que tu fasses quelque chose pour la Centrafrique, d'une manière ou d'une autre. Donc, nous avons donc eu tous le privilège de venir en Europe, d'avoir des capacités, d'avoir des connaissances, d'avoir des techniques. Donc c'est pas possible nous devons, pour moi c'est vraiment important, nous devons, et nous avons le devoir, c'est un devoir pour nous d'une manière ou d'une autre de faire quelque chose pour développer notre pays. Et ça, je pense que, j'espère que tout le monde a cette conscience-là. En tout cas, je l'espère. Merci. Donc voilà, j'ai voulu vraiment appuyer là-dessus. C'est un devoir pour chacun de nous. Parce que c'est pas un hasard
qu'on soit né là. Donc on a tous des talents, vous avez des choses que vous avez appris, maintenant il faut vraiment réveiller la créativité qui habite en chacun de vous. Tout à l'heure, il y avait notre frère qui parlait de l'entrepreneuriat. On parle tous de l'entrepreneuriat un peu comme ça. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est très facile, très simple. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est résoudre un problème. C'est se demander, mais il y a un problème là, mais qu'est-ce que je peux faire pour le résoudre? Qu'est-ce que je peux y faire pour résoudre ce problème-là? C'est simplement trouver la réponse d'une solution d'un problème. Simplement. C'est ça pour moi l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça veut dire, si tu habites dans un quartier, il y a des gens qui manquent à manger, et ben va trouver comment on peut ramener quelque chose pour que ces gens-là mangent. C'est ça l'entrepreneuriat. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est ce que le Rwandais a compris, et j'espère que c'est ce qu'on peut partager avec vous. Donc je viens ici simplement, je viens humblement vous partager une expérience, parce que je viens pas vous donner de leçons, parce que je pense que toutes ces choses-là, vous les connaissez déjà, vous les avez compris, mais c'est important des fois d'avoir un regard extérieur pour appuyer des choses qu'on connaît déjà, mais que voilà, ça fait du bien de le savoir encore. Alors je me disais que une des choses les plus importantes qui a fait aussi que le Rwanda peut apporter aux autres pays, c'est que après la guerre, il y avait eu tellement de morts d'hommes, et les femmes étaient veuves. Et le pays a été porté par des femmes. Voilà. Donc je peux vous dire... Donc en fait, je pense que vraiment le développement de la Centrafrique, la femme a un rôle super important, vraiment super important pour changer les choses. Parce que la première chose, c'est parce qu'elle est celle qui éduque. Donc l'éducation va venir de la femme. Si la femme n'est pas éduquée, elle ne pourra pas éduquer ses enfants. Donc c'est important que la femme soit éduquée. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important que la femme prenne son rôle au sérieux, prenne ce rôle non pas seulement de la femme qui fait le ménage, qui fait à manger, mais qu'elle s'implique dans le rôle, dans la vie collective, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans la collectivité, pour avoir son mot à dire, pour dire, voilà, moi j'ai envie que ce quartier change par rapport à ça, j'ai envie de ramener ça, Donc aujourd'hui, encore une fois, notre leader, Kagame, on a vraiment, vraiment de la chance d'avoir un leader comme celui-là, parce que le leadership, c'est vraiment la première chose pour qu'un pays puisse fonctionner, c'est le leadership. Et nous, on a cette chance. Je veux vous dire que quand il rentre dans une réunion, quand il a prévu de faire une réunion et qu'il n'y a pas suffisamment de femmes, il fait annuler la réunion. Parce qu'il a compris que les femmes, quand elles s'engagent dans quelque chose, elles le font. Elles ne disent pas seulement, elles le font. Elles vont jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire non plus, voilà, ça c'est important ce qu'il vient de dire, ça ne veut pas dire qu'une femme qui prend le pouvoir ne doit pas dire qu'il doit faire écraser l'homme, non, c'est pas ça. C'est construire, c'est construire, parce que la femme, elle va porter la famille, elle va porter les enfants, elle va apporter son savoir-faire. Donc moi, ce que je voulais vous partager, c'est que je suis entrepreneuse et j'étais fonctionnaire, mais j'ai démissionné pour créer une entreprise.
Donc, et simplement, je voulais vous partager le fait que c'est vraiment important de se dire que qu'est-ce que je peux apporter autour de moi. Donc, je pense que le fait qu'on a traversé toutes ces choses comme le génocide, comme la guerre moi je me dis, si on est encore ici, on n'a pas plus on a eu une deuxième chance de la vie. On a une chance d'être là, donc on a encore une fois un devoir de faire quelque chose pour ceux qui... c'est pas possible de ne rien faire, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Et donc moi je travaille beaucoup sur le principe du recyclage et la récupération pour faire prendre conscience que tout ce qui nous entoure, on peut en faire quelque chose. Parce qu'on pense toujours que l'entrepreneuriat, il faut avoir de l'argent, faire des... je sais pas quoi. On se projette tellement loin que des fois on est assis dans un supermarché autour de nous et on ne voit pas toutes ces choses qui nous entourent. Moi je fais des colliers avec du papier. Le papier que vous jetez, moi je le récupère et j'en fais des colliers. Et les colliers, je les vends. Quand je les vends, je gagne de l'argent. Et je peux créer de l'emploi en formant les autres, en leur montrant comment ils peuvent le faire. Et voilà, ça fait partie des choses que je veux vraiment partager et donner conscience qu'on peut créer avec pas grand-chose, avec tout ce qui nous entoure. J'arrive en Afrique, des fois je regarde autour de moi, il y a des avocats. Vous savez combien l'avocat il coûte ici en Europe? Il y a ça tombe par terre, ça s'écrase, ça pourrit. C'est pas possible, quoi. Donc prenez conscience de tout ce qui vous entoure et vous dites-vous, mais qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire et qui peut me sortir qui peut me faire du bien à moi et le faire autour de moi? Parce que tu peux créer de l'emploi en faisant avec l'avocat, tu peux l'utiliser pour faire de l'huile, tu peux l'utiliser pour faire les fruits, tu peux faire de la confiture, tu peux faire des confitures, des pâtes de fruits. Tu peux tellement faire de choses avec un seul fruit, mais on ne prend pas conscience de toutes ces choses. Et pourtant ici, ceux qui ont compris. Donc encore une fois, quand on voit que le chocolat, il est cultivé en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas d'usine de chocolat et que personne ne sait faire le chocolat, il vient jusqu'en Europe pour se préparer et seulement on rachète ce que nous on a produit, quoi. Vraiment ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que l'Africain prenne conscience de ça. Et voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Et je pense que c'est important de prendre conscience de toutes ces petites choses-là. Les femmes, je voudrais aussi vous appuyer sur le fait qu'il faut arrêter de faire le petit petit commerce ou des choses de bas de gamme. Vous valez beaucoup plus que ça. Vous valez beaucoup plus que ça. Vous pouvez créer des vrais emplois et vous professionnaliser dans les domaines dans lesquels vous bossez. Donc si vous êtes couturière, prenez de la formation. Donc moi je pense que les choses sur lesquelles il faut vraiment appuyer, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est rentrer de la connaissance. C'est ça le premier capital dans lequel vous devez investir. C'est vraiment le capital, c'est la connaissance. Apprendre. Qu'est-ce que j'ai appris ici en Europe? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter dans mon pays aujourd'hui? Et on a tendance, justement, on a parlé tout à l'heure régulièrement avec mes frères, souvent on dit oui mais je fais pas ça, c'est l'État qui doit le faire. L'État c'est toi. L'État c'est toi, il ne faut pas attendre que c'est l'État qui va le faire. Parce que l'État attend aussi que ce soit toi qui le fasses. Donc si chacun se donne, se renvoie la balle, eh ben, il n'y a rien qui va se faire. Et on va rester sur le même plan. Donc voilà. Et je pense qu'un autre point sur lequel je voulais vous partager, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, donc le respect de l'autrui aussi, et la tolérance. Parce que je pense que toutes ces choses-là ne sont pas possibles si on ne se respecte pas. Donc il faut se respecter. Je pense que là où on est arrivé dans des conflits jusqu'à ce point-là,
c'est simplement des fois parce qu'on manque de confiance en soi-même. Et quand on s'est instruit, quand on a une connaissance, quand on est sûr de soi, de ce qu'on est capable de faire, on a moins de peur. Parce que souvent, on dit de la frustration, en fait, elle engendre l'agression. Quand on est frustré, quand on n'est pas capable de faire des choses, on arrive à un moment où on est agressif. Et dans l'agressivité, eh ben c'est là qu'il y a la discrimination, il y a toutes ces choses. Ça engendre d'autres choses, ça engendre plein d'autres choses. Donc c'est vraiment important d'avoir l'estime de soi. Donc les femmes, moi je sais que souvent la femme elle se sous-estime, elle pense qu'elle n'est pas capable, elle pense qu'elle n'a pas fait suffisamment d'études, que non, tu es capable et tu as des qualités, tu as de la valeur, tu as des choses à apporter, mais prends déjà conscience par rapport à toi-même. Par rapport à toi-même, tu te dis, mais finalement, je sais faire ça. Qu'est-ce que je sais faire? Bon, si je ne sais pas le faire, je vais me former pour ça. Si j'ai réussi à me former par rapport à ça, et ben voilà, je vais le mettre en action. Je vais le mettre en action. Je vais ouvrir une petite boutique, même chez nous on dit les gna-gna, c'est des petites tomates mais je vais le poser. Donc il faut rentrer dans l'action. Et surtout, il y a un truc que souvent dans l'entrepreneuriat on rencontre, c'est je le ferai demain. Non, fais-le aujourd'hui. Fais-le tout de suite. Parce que si tu ne le fais pas là, tu ne le feras pas. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est vraiment se dire je vais contribuer à mon petit niveau, chacun à son petit niveau. Si chacun prend conscience de la valeur qu'il a, chacun et ce qu'il est capable de faire, on peut vraiment avancer. Et pas attendre que ça se passe par quelqu'un d'autre, et pas attendre que la communauté internationale vienne nous délivrer. Donc, ça ne va pas se passer. C'est nous à l'intérieur de nous qui avons les solutions. Et les solutions habitent en nous. Et c'est ça vraiment que le Rwanda a compris. Et c'est ça que notre leadership a compris. C'est qu'il travaille vraiment sur ce principe-là. Un autre principe que je pense que... Je crois que je suis revenue en arrière. Ah oui, donc je voulais vous parler aussi d'un autre point que je pense, la justice, le pardon, qui est dans un cas de conflit, vraiment est quelque chose de fondamental pour avancer en tout cas. Je sais que les gens nous demandent souvent mais comment est-ce qu'on peut revivre avec quelqu'un qui a tué ses parents et comment vous avez pu vivre ça, comment vous avez pu faire ça. Ça c'est vraiment ça aussi c'est... Donc, ils ont mis en place ce qu'ils appellent la gacaca, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des tribunaux populaires, c'est des personnes parce qu'il y avait tellement de prisonniers dans les prisons qu'on ne pouvait plus les gérer, quoi. Donc on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer de trouver une solution durable pour quand même, parce que c'est important que quelqu'un puisse te demander pardon, ou en tout cas que le pardon soit saisi, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc on avait trouvé cette solution-là de la gacaca. Donc c'était des tribunaux sur la colline et les gens se partageaient entre eux, on jugeait vraiment les personnes, les gens venaient te dire bah, si tu étais là, tu as fait ça, et ils reconnaissaient quand c'était le cas, et on le jugeait. Si c'était vraiment très par rapport, il y avait une espèce de cahier de charge, donc si c'était vraiment extrême, il partait en prison. Si c'était un peu moins violent, ben, on lui donnait des sanctions, de travail public, par exemple, de travailler, faire la route pendant je ne sais pas combien de temps. En tout cas, on trouvait des solutions ensemble. Là, ça peut aussi être quelque chose qui peut vous apporter par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui à la Centrafrique. Donc c'est super. Je pense que le pardon, la justice,
C'est important et c'est vrai que c'était ingérable vu le nombre de personnes qui avaient participé, mais de loin ou de près au génocide. Donc il fallait qu'on trouve une solution. Donc c'était une solution qui a été vraiment efficace et que je pense qu'on peut partager également. J'ai encore un peu de temps. Oui, ça. Oui, ah oui, c'est lui, ok. Oui, donc un autre point sur lequel je voulais... On va terminer les slides. On termine les slides, là, on va passer aux questions-réponses. Oui, attends, j'ai pas fini. Donc ça, je vais parler... Est-ce que le peuple souhaite qu'elle continue? Oui. Les fois, sur les femmes qui ont tous dit oui. On va parler Ah, vous voulez plus? Si vous voulez plus, j'arrête ça. J'ai injecté les hommes. Non, pas du tout. Au contraire, on est complémentaires. Voilà, on est vraiment complémentaires. Et je pense qu'on peut pas, on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Et on est complémentaires. Et ensemble, on est encore plus forts. Ouais, ensemble, on est encore plus forts. Donc j'avais essayé de mettre quelques les textes qu'on parle facilement sur l'éducation, mais je pense que vous êtes tous conscients de l'éducation, de l'importance de l'éducation. Tout ça, c'est une éducation. Et ce qu'on disait tout à l'heure de l'histoire de la corruption, par exemple, c'est vraiment quelque chose que c'est une éducation. J'entendais que c'était à peu près dans le Centrafrique que c'est devenu normal. L'histoire de la corruption, mais c'est pas le cas au Rwanda. Franchement, c'est interdit. On n'a pas de corruption. On a fait une vraie campagne sur la corruption. Et c'est d'abord les politiques, bien sûr, qui instaurent ce genre de mentalité. Mais je pense aussi qu'on a un héritage, malheureusement, d'un état d'esprit francophone qui c'est presque normal, entre guillemets. Voilà, donc c'est important aussi de changer la manière de penser. Parce que donc vraiment, mais ça ne peut venir que par l'éducation et ça se cultive beaucoup plus tôt dans l'éducation. Mais bon, je pense que c'est faisable puisque Kagame est arrivé à le faire aussi, même pour Mais après, de l'autre côté, on est allé jusqu'à penser qu'il est dictateur parce qu'avec un Africain, tu es obligé d'être carré par un moment de dire mais stop, sinon tu vas en prison direct, quoi. Donc il y a des sanctions directes et il n'y a pas d'autre moyen que d'être ferme sur des situations comme cela. Donc il y a par moment, il faut que la loi soit respectée et ça c'est à rentrer dans le cadre. Donc jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai un ami qui est parti au Rwanda, il était passé à l'ambassade, il revenait d'Afrique de l'Ouest et la première chose que l'ambassadeur lui a dit, si vous allez au Rwanda, vous êtes habitué de mettre en dessous de la table, n'essayez même pas, parce que si vous essayez, c'est vous allez être en prison en même temps que celui que vous avez donné. Ça rigole pas avec ça, vraiment. Et ça, je pense qu'il va falloir vraiment, c'est une plaie, c'est un mot qui détruit l'Afrique. C'est vraiment un mot qui détruit l'Afrique. Donc la corruption, d'une manière ou d'une autre, commencez à l'apprendre à vos enfants. Dites-leur qu'on a le droit de ce qu'on a. Voilà, on prend ce qu'on a le droit et pas ce qu'on n'a pas le droit. Donc, c'est vraiment quelque chose que, si on arrive à détrôner c'est vraiment une forteresse dans la mentalité de l'Africain. Ça, quand on aura détruit ça, je pense qu'on aura tout gagné. Et c'est ça qui nous fait tant de mal. Voilà. Et donc, ouais, je parlais là de la tolérance. Donc, de la tolérance en général, c'est la capacité
d'un individu à accepter les autres avec lesquels il est en désaccord et qui normalement sont différents de ses valeurs. Des fois, c'est ça être tolérant, c'est des fois essayer de comprendre l'autre, même si des fois tu n'es pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Donc ça fait partie de savoir vivre ensemble et ça fait partie justement aussi de l'éducation à avoir dès le début, dès le départ, donc le respect de l'autre. Parce que c'est ce que je pense que c'est Mandela qui disait ça. On a 90% de choses en commun et souvent on se focalise sur la différence, sur la petite différence qu'on a. Et c'est souvent on va dessus et on va l'écraser, le montrer, on va mettre le doigt dessus, alors qu'on a 90% de choses en commun, quoi. C'est un peu dommage. Des fois, c'est vraiment prendre conscience de ça que la tolérance, si on a compris ça, on ne s'entretue pas pour des histoires de il est Tutsi, il est Hutu, il est catholique, il est protestant, il est... Voilà. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Alors pour terminer, je voulais vous partager. Donc alors je m'étais juste posé la question en disant, alors que peut apporter la diaspora? Donc que ce soit associativement ou par vos initiatives en tant que diaspora, je pense que c'est vraiment c'est l'expertise. Vous avez vraiment la chance d'être en Europe, de voir tout ce qui vous entoure, de voir tout ce qui fonctionne, d'avoir fait des études. Donc toutes ces choses-là, vous avez le devoir, j'insiste là-dessus, vous avez le devoir de les ramener chez vous, de les utiliser dans vos maisons, dans vos familles, dans vos quartiers. Et donc ça, c'est vraiment important. L'investissement, je voulais revenir là-dessus, l'investissement, parce qu'en fait, l'Africain, il n'investit pas. On disait, hier j'étais en train, justement dans cette réunion avec le club Efficience, il expliquait la manière dont on envoie énormément d'argent, de flot d'argent en Afrique, mais jamais pour l'investir. Juste pour aller donner, comme si on ouvre la bouche et quelqu'un jette dedans en fait. Voilà. Donc vraiment, il va falloir commencer à penser autrement. Ça veut dire qu'au lieu de donner 100 € que tu as donné à ta mère ou à ta famille tous les mois, donne-leur 50 et 50 mets-les dans un investissement. Et même lui, la personne que tu aides, il va finir par comprendre que au lieu de lui donner le poisson, donne-lui comment on le pêche, quoi. Hein, c'est vraiment cette mentalité-là d'investir dans les petites entreprises, d'investir, comme on disait, comme pour les tontines. Mais il y a d'autres systèmes, il y a des systèmes où vous pouvez être aidé il y a des financements en Europe. Donc quand je parlais de femmes qui ne s'investissent pas dans tous les pouvoirs politiques, parce qu'on parle de la politique, on en a peur limite de la politique, mais la politique c'est ça qui construit, parce que c'est ça qui va changer la vie des gens, c'est ça qui va changer comment on vit, quoi. Donc il faut s'investir dans les quartiers, il faut s'investir comme maire de votre quartier, parce que si vous êtes maire de votre lieu, eh ben, vous pouvez changer la vie des gens qui habitent dans ce point-là, et vous pouvez trouver des solutions pour ces gens-là. Voilà, donc c'est vraiment important de s'investir. On parlait hier, j'étais dans le forum de la diaspora, et on parlait du fait justement que la diaspora ne s'investit pas là où on est, dans les communes dans lesquelles on habite, ou même dans les institutions européennes, ou dans les communes où on habite. Donc quand on est dedans, quand on a une parole, et on peut avoir notre mot à dire sur le changement de manière de fonctionner les choses. Sinon on subit. Si vous ne participez pas, vous allez subir. Vous allez subir le système. Vous allez subir le système qui ne vous convient pas forcément. Mais si vous avez votre mot à dire dedans, vous pouvez changer les choses. Donc c'est important vraiment de vous, comme diaspora, commencer de vous impliquer que ce soit localement chez vous
ou même dans la diaspora où vous habitez. Parce que si vous avez du pouvoir et que vous connaissez, je sais pas, vous connaissez Macron, je peux vous dire que vous pouvez changer quelque chose en Centrafrique. Donc c'est important de vous impliquer dans là où vous êtes. Alors sinon, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Donc voilà, réveillez votre créativité, parce que vraiment c'est au travers de la créativité qu'on peut changer les choses. Mais on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. La créativité, c'est je sais cuisiner, maman, toi tu sais cuisiner, allez cuisine, fais des petits plats, fais-le professionnellement, mets-le au propre, mets-le dans de belles emballages et tout, et c'est comme ça que tu peux changer les choses, tu peux être une créatrice et entrepreneuse et créer des emplois. Okay. Donc je disais que pour revenir sur voilà. Alors j'avais tellement de choses à vous partager. Donc voilà, la femme, je vous l'ai dit qu'elle a un rôle vraiment important. Et sinon, donc, les coopératives, je pense que quelque chose qui est aussi important, c'est que vous n'êtes pas obligé de travailler tout seul. Vous pouvez travailler ensemble, faire des petites coopératives, de dire, ben, moi je sais faire ça, allez, on fait une association de femmes qui savent coudre, qui savent tresser, vous faites des petites coopératives et vous avez plus de force si vous êtes à plusieurs. Et vous pouvez changer aussi les choses au travers de la coopération. Et sinon, voilà, je crois que j'ai tout ce que je voulais dire. Et voilà. Donc il faut vraiment avoir ce que notre frère nous a partagé, avoir une vision, c'est se dire, mais de se donner des objectifs et de se donner des échéances, se dire, mais l'année prochaine, je voudrais pouvoir faire ça. Qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Donc avoir une vision, c'est vraiment important. Sinon, les quelques points que je voulais dire qui pourraient changer, qui vont changer et qu'il faut travailler dessus, c'est la sécurité. Donc la sécurité, l'énergie, l'éducation, l'innovation, le mentorat. Donc le fait que vous savez des choses, vous connaissez des choses, vous pouvez les partager aux autres. C'est important de partager le savoir. Donc l'incubation. Donc ceux qui ont des entreprises, voilà, ils peuvent prendre des petites entreprises et les prendre comme des grands frères, quoi. Et voilà. Et partenariat d'entreprise, stratégie numérique et développement. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez apporter comme savoir, du conseil, des outils de compétitivité. Pérenniser tout cela bien sûr par la formation. Vraiment investissez dans la connaissance. Je pense qu'il n'y a pas plus grande richesse que de connaître, que de savoir. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être parmi nous. Il n'y a pas de femme dans la lampe. Alors, on va prendre 3 questions pour Alice. Les gens qui n'ont pas posé de questions, déjà, on va voir si vous pouvez poser des questions ou pas, les femmes. Pourquoi les femmes? Elle a pas de complémentarité. On va donner la parole aux femmes. On n'a pas dit que les femmes devaient écraser, allez, en complémentarité. Ok. On fait donc comme ici, les femmes avoir. Bien sûr. 1, 2, 3, ok. Les femmes ne veulent pas prendre la parole, donc... Ok, on a une question. J'ai presque envie de vous faire la cour, mais bon, je suis marié. Il est directeur. Il a dit de faire la cour. Je vais prendre des précautions oratoires. Autant je peux me débrouiller avec un ballon dans les mains, mais autant en termes d'entrepreneuriat, je suis carrément nul. Donc, excusez ma question si elle est un peu bête, je ne sais pas. Il n'y a pas de question. C'est pour ça que je prends les précautions oratoires. Bien. Vous m'avez fait me sentir extrêmement petit. J'avais toujours pensé que j'étais né en Centrafrique par hasard.
je ne m'étais jamais senti obligé de devoir vraiment la Centrafrique jusqu'à ce que vous me dites ça. Vous allez me hanter vraiment. Là, c'est quelque chose que je vais mettre en lien avec ce que vous avez dit, cher Aîné, tout à l'heure. Vous avez projeté une belle image tout à l'heure. Kagame avec son équipe. Alors, moi, cette image me fait penser au fait que quand il y a 1000 personnes qui prennent la route, il en faut un pour ouvrir le chemin. Vous nous avez parlé de vision globale partagée. Je voudrais bien, vous me répondrez, s'il vous plaît, comment est-ce que Kagame a fait pour inculquer cette idée aux Rwandais? Et vous, comment est-ce que vous pensez que cela peut s'articuler chez nous? Merci. Deuxième question, ma question rejoint à peu près la question du frère à l'instant. Effectivement, on a parlé de vision, on a parlé de leadership en ce qui concerne Kagame et d'autres, quand on voit la Corée du Sud notamment. Il y a beaucoup de pays, on a constaté, qui se sont développés à partir d'un leadership et d'une vision. Nous, notre problème en Centrafrique, et vous en conviendrez avec moi, on a eu une vision depuis Bogota, vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est important. Les 5 verbes, si tous les Centrafricains l'ont en tête, mais j'ai le sentiment qu'on néglige ces éléments-là. C'est très important, et je le répète, c'est fondamental pour le développement de notre pays. Nourrir, bâtir, soigner, loger, instruire. Il y a des gens qui vont rejoindre le LAB aujourd'hui. Ils ont le discours du LAB. Donc, à ce niveau-là, je voulais vous poser la question suivante. Comment vous allez faire, comment nous allons faire pour avoir un leadership chez nous, c'est-à-dire au niveau politique et au niveau économique? Merci. Bonjour Elise. Alors, j'ai juste une question sur la question d'État. Parce que bon, je vous explique tout simplement, j'ai inventé un produit. Donc c'est une plaque chauffante. Vous savez, nous avons plein de préparer à manger. Il coupe le bois ou le gaz ou le pétrole, par exemple, pour préparer à manger. Donc j'ai inventé une plaque chauffante solaire et bientôt ça va être sur le marché. Ma question, sur la vision d'État, c'est-à-dire que je voulais intégrer l'État de notre pays. Mais j'ai peur, parce qu'à chaque moment, tout change. L'État, quand vous dites État, ce n'est pas l'institution, c'est la situation de notre pays, c'est ça? Non, l'État centrafricain. Ah, ok. Voilà. Oui, mais c'était pour comprendre. Okay. Donc, le produit, ça va toucher toute l'Afrique, et tout le monde, parce que le monde à l'international. Donc, ce produit, je voulais dire que voilà, est-ce que l'État centrafricain, je peux intégrer l'État centrafricain pour dire que voilà, c'est un centrafricain qui a créé, qui a inventé ce produit, et tout l'aide économique qui peut venir de l'État centrafricain. Après, j'ai peur de ce côté, c'est pour ça que je viens au conseil de vous, pour savoir si c'est possible. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir entendre ma réponse? Donc, le projet, ça va sortir officiellement au mois de septembre. Donc, nous, on est en pleine préparation de start-up. Puis, voilà, donc j'ai écrit tout dernièrement à M. Macron. Voilà, oui, voilà. Donc, en gros, on va avoir une usine de fabrication ici en France qui va dispatcher dans le monde. C'est juste une plaque chauffante que vous sortez, vous tournez le bouton et vous commencez à préparer à manger sans besoin d'électricité, ni bois, ni charbon, ni tout. Parce que c'est un sujet qui nécessite peut-être de discuter. N'hésitez pas. La maman elle a parlé. Il faut expérimenter, il va falloir qu'il me donne un modèle.
Alors, donner ça, vous êtes en train de tourner son entreprise vers la faillite. C'est impliqué, quoi. On va répondre aux dernières questions. Ouais. On va répondre aux dernières questions, je pense que c'est bon. Alors pour répondre à la question de monsieur, donc comment Kagame a fait pour pouvoir sensibiliser et changer la mentalité de l'Afrique du Rwandais? Je pense qu'il s'est bien entouré. Il a travaillé en équipe parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Donc il a instauré ça dans les équipes. Et il faut savoir que le Rwanda, aujourd'hui, le pouvoir ne vient pas d'en haut, mais vient d'en bas. Le premier qui a le plus de pouvoir, c'est le gars là qui travaille, qui est le conseiller du quartier. C'est lui là, quand tu veux acheter quelque chose, si tu n'as pas donné sa signature, tu ne peux pas monter en haut. Donc le pouvoir vient d'en bas. Et ça, c'est vraiment de faire comprendre que dans chaque structure, il a fait essayer de faire comprendre par structure, dans chaque étape, cette mentalité. Et ce qu'il a, un autre point qu'il a travaillé beaucoup, c'est la compétitivité. Ça veut dire que on essaye de, même dans les ministères, même dans les quartiers, on fait des compétitions, de dire qui est-ce qui a fait le mieux. Ça veut dire que dans le quartier, on va nettoyer par exemple le quartier, ou dire qu'est-ce qui a nettoyé le plus, qu'est-ce qui a le quartier le plus joliment fait. Du coup, ça motive les autres. Il y a des prix. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que l'humain a besoin de se sentir glorifié en général. Et donc, il faut jouer aussi sur ce point-là. Et je pense qu'il y a une manière de gérer, de faire du leadership. Souvent, on a tendance à voir des fois des pays où il y a le leadership écrase les autres. Mais quand tes collaborateurs, si tu les entretiens, si tu leur fais du bien, bah, ils travaillent mieux pour toi. C'est ça un vrai leader. Voilà, c'est ça un vrai leader. Pourquoi ça ne marche que là-bas? J'embraye parce que vous disiez le lien avec la RCA. Je crois que le premier défi pour nous, c'est justement de comprendre ce qui a été fait, c'est-à-dire comprendre que quand on est aux responsabilités, on n'a pas le pouvoir, on a des responsabilités, on n'a pas de pouvoir. Je crois que c'est la première chose et c'est ce qui fait l'essence même du leadership. Kagame, effectivement, s'est entouré. Je crois que c'est ça, ça se construit. On a beaucoup d'hommes en capacité de constituer un groupe pour un leader. Mais pour ça, il ne faut pas d'abord dire « je veux être président ». Non, non, non. Je veux prouver que je suis en capacité d'apporter. Et je pense que déjà rien que dans cette capacité à maturer différemment la réflexion, on peut organiser quelque chose. Et donc, je pense que c'est un travail, en fait, pour nous tous, en fait, on doit, justement, je pense que l'image a été donnée tout à l'heure, on doit regarder plutôt la proportion de ce qu'il y a en positif, plutôt que de ce qu'il y a en négatif, c'est-à-dire la proportion de ce qu'on a en commun, ce qu'on peut bâtir en commun, que de ce qui nous sépare. Parce qu'effectivement, la proportion était là, ce qui nous sépare est peut-être de 10%, laissons ça de côté, parce qu'on se focalise aujourd'hui essentiellement là-dessus, c'est ce qui fait la crise, c'est ce qui fait la guerre, et ce qui nous réunit est fondamental. Si on part peut-être en inversant, c'est une question de paradigme, les choses, là, on aura naturellement, je pourrais faire le terme, naturellement un leader. Des gens en capacité de faire vivre un leadership et donc en fait de partager une vision. Vous savez, Kagame, effectivement, quand ils étaient dans la brousse, ils n'étaient pas tout seuls. Ils étaient plusieurs. La diaspora a beaucoup contribué, a beaucoup nourri par son expérience. Le combat, même financièrement. sous tous les aspects. Et aujourd'hui, c'est un porte-voix. Demain, le combat continue parce que c'est le Rwanda qui est plus fort. C'est aussi ça, et vous avez cité Corée du Sud. On peut rester dans le discours de celui qui vient vous coloniser en vous disant voilà ce que veut dire démocratie. Mais moi je connais une autre démocratie, c'est la Corée du Nord, qui aujourd'hui a fait asseoir quelqu'un en face
la personne qui fait taire l'Europe en prenant des décisions à l'encontre. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses peut-être, et c'est pour ça que l'éducation devient essentielle. Lorsque le Rwanda s'est mis en œuvre, l'éducation, le FMI et la Banque mondiale, quand ils sont voulu revenir, ils ont fait ce qu'ils font partout chez nous, c'est-à-dire que l'éducation n'est pas un élément d'investissement. Et ça, le Rwanda a dit niet. Dans l'actualité, vous avez entendu la même chose dernièrement quand le Ghana a rompu les négociations avec les institutions internationales. Parce que la question d'éducation est une question clé pour l'avenir. Si vous connaissez la jeunesse de la RCA, nombreux ici ont été formés à l'école centrafricaine. Sur 100 bacheliers avant, il y en avait peut-être maximum 8 qui l'avaient eu à peu près. Aujourd'hui, vous avez inversé, vous en avez peut-être maximum 10 qui l'ont eu effectivement. Donc vous voyez, je pense qu'il y a aussi une question de paradigme, il y a une question à inverser en fait les choses, et ce n'est pas une personne qui peut, c'est vraiment un groupe, parce que pour partager une vision, il faut être à plusieurs. Et la vision n'est pas quelque chose qui est dicté par une personne. Ça vrai vraiment, et c'est quelque chose qui se travaille. Et vous avez très bien fait rappeler ce qu'est la RCA. Effectivement, il y a la vision depuis. Et ce que vous avez dit, ce sont les objectifs de cette vision-là. Cette vision portée par Barthélemy Boganda et son groupe, parce qu'on l'oublie, c'est les verbes, ce sont les objectifs qui étaient derrière. Si on retrouve juste en donnant du sens à cela, à travers la devise, je pense qu'on aura fait un pas énorme. Dans les échanges, parce que on regardera votre projet, attention, n'allez pas voir l'État pour demander de l'aide. L'État ne peut pas vous apporter de l'aide. Et puis, si vous commencez par un billet, j'ai besoin d'aide, vous avez faussé l'approche économique. L'aide est une donnée qui détruit toute capacité de production. Vous avez en économie une équation qui est fondamentale, c'est production égale capital et travail. Vous avez sans doute, si vous mettez plus, vous êtes dans l'ensemble des réels et vous avez l'aide. Mais la production, ça se fait dans l'ensemble des complexes. Donc le plus que vous lisez, c'est et, donc c'est multiplié. Si vous mettez une valeur, capital ou travail égale à 0, c'est-à-dire avec l'aide, vous n'avez pas de production. C'est mathématique, c'est aussi simple que ça. Donc il faut oublier cette idée d'aide. Donc ça, c'est un premier point, et l'État ne vous apportera pas d'aide. Par contre, votre projet intéresse des Centrafricains. Allez-y, allez commercer votre projet, tout simplement. C'est pour ça, et j'en profite, le modèle dont je parlais, le Lab là va partager avec vous un canevas, travailler votre projet, vous allez identifier les éléments clés pour le mettre en œuvre. Pour réussir en Centrafrique, ça me permet d'envoyer avec votre remarque, pour réussir en Centrafrique, avec l'expérience que je partage avec Crépin ici, il y a deux choses essentielles. Et ça fait partie de l'essence de l'entrepreneuriat, ça a été repris tout à l'heure. Et en Centrafrique, c'est particulièrement frappant. Première chose, pour moi qui est essentielle, quand vous montez une entreprise, il faut savoir ce que vous visez. Si vous voulez faire de l'humanitaire, ça ne s'appelle pas entreprise, ça s'appelle association. Il faut être cash sur certaines choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous montez une entreprise et que vous allez chercher dans votre famille des parents pour mettre là parce que ça va les aider, vous avez tout faussé d'entrée de jeu. Dans une entreprise, on a besoin de compétences. On n'a pas besoin de parents. Ça n'existe pas. Il y a des parents compétents aussi. Non, mais non, attention. Il faut qu'ils soient compétents. Et si par hasard ils sont parents, tant mieux. Mais si vous prenez dans l'autre sens, c'est faux. Et deuxième chose essentielle, notamment pour aller en Centrafrique, je le dis pour nos jeunes entrepreneurs en herbe, mais d'autres également, il y a une chose qui est essentielle, et notamment quand vous êtes de la diaspora. Il faut aller pour ne pas la raconter aux gens. N'allez pas chercher la femme d'autrui. N'allez pas montrer que vous êtes plus puissant qu'eux, que vous avez les meilleurs costumes. Ça ne pardonne pas. Si vous n'avez pas la capacité de gérer votre libido, trouvez des solutions ailleurs. Ne vous exposez pas. Je vous le dis, c'est essentiel. Vous m'avez dit de vous dire ce qu'il faut. Je vous le dis, c'est essentiel.
Si vous allez là-bas pour montrer que vous êtes plus fort que tout le monde, vous ne connaissez pas l'environnement, vous vous ferez écraser en moins de 2. Dans toutes les Voilà. relations, cette notion-là, En tout cas, je vous le dis, beaucoup ont essayé, ils ne sont plus là pour vous raconter. Voilà. Ce sont 2 éléments essentiels, je pense, pour entreprendre dans ce pays-là. Le reste, c'est affiner, tel risque, j'affine, etc. On en a parlé. Mais ce sont 2 clés essentielles de réussite dans l'environnement centrafricain. Voilà. Merci. Merci. Si je peux Merci. permettre Tu t'adresses qu'à nous, les mecs là. J'ai parlé de l'idée, donc ça concerne tout le monde. On va clôturer le débat. Donc on va remercier quand même les intervenants pour leur disponibilité. Et on va passer à qui va nous présenter la suite de l'événement.